Bonjour, alors je suis Claude Compagnon, enseignant-chercheur à Agro-Sup Dijon. J'ai marqué INRA, je travaille dans l'unité où il y a des chercheurs d'INRA, mais je suis bien enseignant-chercheur. Et je suis professeur de sociologie. Donc je représente la recherche. Alors j'ai vu que tout à l'heure la recherche s'est faite un peu secouée, mais je suis d'accord avec plein de choses qui ont été dites sur effectivement le rôle des agriculteurs, leur capacité à créer des connaissances, quel est le rôle d'un chercheur par rapport à la production de connaissances. Et ça serait un autre débat, mais vraiment un débat qui vaudrait le coup. Alors, par contre, ce que je vais vous présenter, j'espère que vous y voyez assez clair, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça va être assez bien lié à ce qui a été dit précédemment. C'est le résultat d'un travail que l'on a fait dans le cadre d'une recherche qu'on a menée autour de l'agriculture de conservation, on va dire autour. Et puis cette recherche elle a été faite avec François Mandin, en particulier aussi en Vendée, mais aussi en Bourgogne. Et avec donc l'ESA d'Angers, Agro-Sup Dijon, et puis l'Observatoire des sols vivants. Alors, le travail que je vais vous présenter, on va essayer de voir finalement, quand on abandonne le labour, comment ça interroge la manière d'être agriculteur. Donc je vais parler de changement de norme. Une norme, c'est une règle qui est établie. Et puis quand on abandonne le labour, cette norme elle change, et puis on va discuter de ça. Et je vais parler aussi de la diversité des modèles d'agriculture, puisque je vais m'intéresser à différents modèles. Donc le but de mon propos, le but de cette recherche, c'est de montrer comment la dynamique des normes, c'est-à-dire le changement de ces règles lorsqu'on est agriculteur, comment cette dynamique des normes est à l'œuvre chez les agriculteurs. Et je vais essayer de montrer comment les agriculteurs, en changeant de manière de faire, ils ont des positionnements argumentatifs, c'est-à-dire dans leur manière de parler, ils vont parler d'eux-mêmes différemment, ou ils vont parler des agriculteurs bio quand ils sont en conservation d'une certaine manière, ou de ceux qui sont raisonnés d'une certaine manière. Donc je vais montrer comment leurs propos se croisent, comment ils parlent des uns et des autres. Alors, donc le but, c'est de bien voir la manière dont ils conçoivent leur pratique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils disent de leur pratique, comment ils parlent du type d'agriculture qu'ils mettent en œuvre, et comment ils parlent d'eux-mêmes, ces agriculteurs, en termes, comment ils se qualifient comme étant un certain type d'agriculteur. Alors pour faire ce travail, on a enquêté individuellement. La recherche dans laquelle est comprise ce que je vous présente aujourd'hui, elle est plus large que la Bourgogne, puisqu'on a fait du travail en Vendée aussi. Mais là, je vais bien vous présenter les résultats de la Bourgogne. Et donc en Bourgogne, on a enquêté individuellement des agriculteurs en agriculture de conservation, du moins qui se disent en agriculture de conservation, des agriculteurs en agriculture biologique et d'autres en agriculture conventionnelle ou raisonnée. Vous verrez pourquoi je mets ces deux termes. Donc on a enquêté 18 agriculteurs en agriculture, et puis la question qu'on leur a posée à ces agriculteurs, c'est pourriez-vous nous dire comment vous procédez au niveau de vos pratiques sur le sol? Donc des questions très larges, on n'est pas venu leur parler d'agriculture de conservation dans le jeu, et pourriez-vous nous dire comment vous procédez en matière de pratique sur les sols, et puis pourriez-vous nous parler de ce qu'est un sol, pour vous, un bon sol, un mauvais sol, etc. Alors, on a enquêté 9 agriculteurs qui étaient en agriculture de conservation, et ce qu'on s'est aperçu, donc 9 sur les 18, donc ça faisait la moitié, et si on a eu un effectif un peu plus grand pour ces agriculteurs, parce que c'est des agriculteurs qui vivent moins bien, et lorsqu'on a vu un peu finalement le genre d'agriculteurs qu'on pêchait lorsqu'on allait chercher des agriculteurs en agriculture de conservation, on rencontrait des gens par rapport à ceux en bio ou en conventionnel qui avaient une démarche bien plus militante que les autres par rapport à la défense de leur modèle de production. Or militante, c'est-à-dire dans leur discours, mais aussi dans les associations dans lesquelles ils étaient impliqués. Et en particulier, on s'est aperçu que c'était des gens qui avaient un engagement syndical et communal plus fort que les autres agriculteurs. C'est-à-dire que si dans notre échantillon, on avait un quart des autres agriculteurs qui étaient impliqués dans des engagements syndicaux et communaux, donc ils pouvaient être maires ou simplement
membre d'un conseil municipal. Donc si on avait un taux de 1/4 chez les autres, eh bien, chez les agriculteurs en conservation, on avait la moitié d'entre eux qui étaient impliqués dans ce genre de choses. Et puis on s'est aperçu aussi que dans l'échantillon total qu'on avait, eh bien, il y en avait 3 qui ne s'étaient pas installés sur l'exploitation familiale, et ces 3 étaient en agriculture de conservation. C'est-à-dire on voit aussi le lien entre ce qui vient de dit précédemment, c'est-à-dire que bien quand on n'est pas dans cette lignée finalement familiale, parfois c'est plus facile de passer directement à l'agriculture de conservation. N'empêche que globalement notre échantillon il avait des caractéristiques précises, c'est-à-dire que tous nos enquêtés, ou pratiquement tous nos enquêtés ont des responsabilités agricoles locales, sont membres d'un groupe de réflexion technique, que ce soit un GDA, GVA, CETA, Association nationale, etc. Donc ça signifie que c'est des agriculteurs qui, d'une certaine manière, eh bien, sont connaisseurs de ces discours un peu constitués autour du bio, autour de l'agriculture de conservation, autour du raisonné. Parce qu'ils baignent dans des milieux où finalement, eh bien, entre agriculteurs, on définit ce qu'est un agriculteur biologique, par exemple. Donc ce sont des gens qui sont socialement en position, par rapport à d'autres agriculteurs, de défendre leur modèle de production. Et puis, ce sont des personnes qui sont en interaction de manière ordinaire avec des personnes qui portent d'autres modèles. C'est-à-dire, on s'est rendu compte que les agriculteurs bio étaient bien évidemment en contact avec les agriculteurs en conservation, ou soit en conservation avec des raisonnés. Donc, ce sont des gens qui sont inscrits socialement. Et on va voir que c'est important dans l'échange des arguments que l'on a identifiés entre eux. Or, qu'est-ce qui apparaît à la lecture de ces différentes enquêtes lorsqu'on essaie d'identifier ce qui se passe entre ces personnes? Alors, quand je dis entre ces personnes, elles ne sont pas forcément en interaction les unes avec les autres. N'empêche qu'elles vont parler des unes et des autres, en tout cas des modèles de production des unes et des autres. Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a un conflit des normes qui est très présent. C'est quoi un conflit des normes? Eh bien, c'est un différend qui existe entre les agriculteurs sur ce qu'il faut faire maintenant comme genre d'agriculture. Et on s'aperçoit que même si on ne leur pose pas la question, et puis les entretiens étaient très libres, on leur disait de nous décrire leurs pratiques. On ne leur demandait pas de nous parler du labour ou du non-labour. On s'apercevait que spontanément, les gens allaient se référer par rapport à la question du labour ou du non-labour. C'est-à-dire que s'ils faisaient du labour, ils se justifiaient pour dire pourquoi ils en faisaient. Et s'ils ne faisaient pas du non-labour, ils expliquaient pourquoi ils avaient abandonné le labour. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que cette question du labour, chez ces personnes-là, de l'abandon du labour, elle devient centrale dans la manière dont ces personnes vont parler de leur pratique. Donc, les agriculteurs, ils situent bien leur pratique par rapport à cette question-là. Donc, on se rend compte que la pratique du non-labour, eh bien, elle est reconnue comme une variante. C'est-à-dire, eh bien, lorsqu'on est agriculteur, on peut labourer ses terres ou on peut ne pas les labourer. On aurait fait cette enquête il y a 10 ou 15 ans, on se serait aperçu que ce n'était pas du tout le même discours qui était tenu. C'est-à-dire que les agriculteurs qui étaient en non-labour il y a 15 ans, eh bien, c'était des farfelus. C'est des gens qui étaient à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'on ne concevait pas le non-labour comme étant une variante possible des manières de faire. Et aujourd'hui, c'est vraiment une variante. Et non seulement c'est une variante, mais on s'aperçoit dans le discours des agriculteurs et ceux qui ne pratiquent pas le non-labour que c'est une alternative possible. Eh bien, on peut très bien être agriculteur et reconnu comme agriculteur en faisant du non-labour. Alors, ce à quoi on s'est intéressé, et en particulier autour des agriculteurs en conservation, c'était de se dire, mais comment ils ont changé ces gens? Lorsqu'ils nous parlent de leur pratique, eh bien, dans leur discours, qu'est-ce qui apparaît sur la démarche qu'ils ont suivie pour finalement bien changer de pratique? Et on s'aperçoit qu'il y a deux schémas qui apparaissent lorsqu'ils décrivent leur changement. Un schéma graduel et un schéma qu'on appelle radical. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont nous dire, eh bien, j'ai arrêté le labour, puis je suis passé aux techniques simplifiées, puis finalement j'ai testé des semoirs de semi-direct, et suite à ça, bien, j'ai essayé le semi-direct, et puis je suis arrivé finalement à l'adoption de la technique du semi-direct. Donc c'est un schéma qu'on va retrouver en sociologie d'innovation de manière très générale, c'est-à-dire comment les gens ils changent pas à pas
pour ce que disait François, c'est-à-dire que changer de manière radicale, c'est perdre aussi de manière radicale la maîtrise de ce que l'on fait. C'est-à-dire, c'est arriver du jour au lendemain à son champ et dire je ne sais plus faire. Je ne sais plus faire, puisque je ne peux pas m'appuyer sur les mêmes repères que j'ai dans la nature. Et donc, et d'ailleurs, on s'aperçoit que les agriculteurs vont nous dire j'aurais mieux fait de passer directement au semi-direct. Mais psychologiquement, j'étais incapable de passer directement au semi-direct. C'est-à-dire qu'il me fallait tester, voir comment ça se comportait, et puis au fur et à mesure que je maîtrisais, mais passer à autre chose. Et c'est en termes d'apprentissage, de maîtrise ou d'image mentale que l'on se fait dans sa capacité à maîtriser cette nouvelle façon de faire. Et puis, il y en a d'autres qui vont nous dire, eh bien, on a changé radicalement. Et ce changement radical, il est assez surprenant pour les sociologues, parce que c'est le grand bond dans un vide, hein, c'est-à-dire c'est les agriculteurs qui disent ben, j'avais une charrue, je l'ai vendue. On peut attendre sur un certain nombre d'agriculteurs. Au moins, je ne suis pas tenté d'aller labourer, j'ai plus de charrue. Donc c'est simple. Et on va s'apercevoir que finalement, les agriculteurs qui disent ça, ils vont évoquer des raisons d'ordre psychologique et économique. Psychologique en se disant mais de toute manière, pour que ça marche, il faut que je me jette. Et voilà. Donc je serais toujours tenté, sinon de revenir en arrière, ben là j'ai plus de choix. Et là c'est une manière de se mettre au pied du mur. Et puis économique, eh ben, économique c'est parce que labourer ça coûte cher, ça prend du temps, etc. Ben, maintenant je n'aboure plus, et comme ça je passe à autre chose. Et dans ce cadre-là, eh bien, on a d'entrée de jeu, on parle d'ancien matériel, et puis on en achète du nouveau, plus adapté au semi-direct. Et on s'aperçoit là-dedans, dans ce schéma-là, qui est vraiment, je le répète, en termes de sociologie de l'innovation, eh bien, on a une implication totale. C'est-à-dire que dans ce schéma radical, on s'aperçoit que l'implication d'agriculteurs, elle ne se fait pas à demi-mesure. Et donc, on s'interdit de pouvoir revenir en arrière. On s'oblige à s'impliquer complètement dans ce nouveau système de production. Et puis, vraiment, dans le discours des agriculteurs, on s'aperçoit que pour ceux qui ont fait ce changement radical, c'est un gage de réussite. Si on ne fait pas ça, on ne peut pas réussir. Et puis on va voir, on voyait tout à l'heure d'ailleurs des termes exprimés à ça, il faut avoir confiance, il faut y croire, il faut, et c'est vraiment le discours qu'on va trouver dans les agriculteurs, chez les agriculteurs qui ont opéré ce changement radical. Donc je mets une phrase, hein, il faut être convaincu du système, et c'est cela qui nous prépare. C'est-à-dire qu'il y a un acte de foi, hein, si on n'est pas convaincu, on ne peut pas y aller. Si on n'est pas convaincu, on y va reculons, et c'est là où on verra tous les inconvénients et jamais les avantages. Donc, il faut y aller. Alors, pour ceux qui continuent à labourer, et ceux qui sont en biologique et en raisonné, on va trouver des arguments assez classiques. En biologique, en agriculture biologique, c'est la seule solution pour lutter contre les mauvaises herbes, et puis en raisonné, c'est le seul moyen efficace pour lutter efficacement contre les problèmes de tassement des sols. Donc, c'est des arguments qui sont avancés pour dire que finalement, cet abandon du labour n'est pas pertinent. Mais en même temps, ils vont dire je continue à labourer, mais bien différemment qu'antérieurement. C'est-à-dire qu'ils montrent qu'il y a eu ce glissement. Et on va s'apercevoir bien que ces gens-là ne labourent plus systématiquement annuellement, ils vont faire un labour tous les 2 ou 3 ans, qui va être complété ou remplacé par d'autres techniques sans retournement du sol. On va s'apercevoir aussi que chez les agriculteurs en biologique, les essais sont faits justement pour limiter l'usage de la charrue, pour ne pas bouleverser les sols, pour garder l'effet désherbant. Eh bien, lorsqu'on enfouit les mauvaises graines, eh bien, si on les retourne l'année d'après, les herbants ils perdent son efficacité, et donc en espaçant le labour, eh bien, on garde cet effet. Et puis le semi-direct est même expérimenté par les agriculteurs. Et en raisonné, eh bien, on s'aperçoit que la limitation du labour est faite pour des raisons techniques, pour ces questions, par exemple des mauvaises graines, etc., entre autres. Mais dans leur discours, on va s'apercevoir que cette question du changement de la norme de ce qu'on doit faire dans l'agriculture apparaît aussi. Ils vont dire eh bien, que finalement, on s'aperçoit que dans la manière d'être agriculteur, eh bien, le fait de faire du non-labour ou de moins labourer, ça commence à être la pratique dominante. Et celui qui continue à labourer tous les ans, eh bien, c'est un agriculteur qui commence à être anormal par rapport à sa manière de faire. Alors,
Il y a une question qui se pose aussi, c'est finalement, lorsqu'on change, est-ce qu'on change tout seul? Et là, il y a une espèce d'unanimité chez tous les agriculteurs que l'on va enquêter en agriculture de conservation, c'est qu'il est impossible finalement d'attaquer ces changements, surtout si ces changements sont radicaux, si on passe du jour au lendemain à l'agriculture de conservation, ces changements sont impossibles si on les fait seuls. Et tous les agriculteurs en agriculture de conservation vont mettre l'accent sur l'importance du collectif dans ce changement. Pourquoi? Eh bien, comme on l'a vu tout à l'heure, lorsque la recherche a été vertement critiquée, peut-être pas vertement, mais sérieusement, eh bien, c'est que finalement, il y a peu de connaissances qui existent dans le domaine, et finalement, il faut pouvoir produire cette connaissance, il faut pouvoir l'élaborer. Donc, être dans le collectif, ça permet d'accéder à cette connaissance. Et ça permet aussi de construire, de défendre un point de vue. C'est-à-dire que ça tend à s'estomper maintenant, mais il y a 5 ans, 10 ans, quand on était en agriculture de conservation, on disait qu'on était en agriculture de conservation, eh bien, il fallait avoir une certaine solidité pour dire qu'on laissait ces champs tout crades, de l'herbe, et qu'on ne les nettoyait pas. Et donc ça permet collectivement d'affirmer que ce que l'on fait tient la route. Et donc ça permet aussi ce collectif eh bien, de s'encourager. C'est pas que des échanges de connaissances, mais de s'encourager dans ce qu'on fait. Lorsqu'il y a un échec, pour dire que cet échec, eh bien, il va permettre d'arriver à autre chose. Et le collectif, il a cette vocation-là. Et les agriculteurs en conservation, du coup, vont faire référence à leur appartenance à des groupes de développement, à des GEDA ou à l'APAD. On va s'apercevoir aussi que ce sont les plus gros usagers d'Internet. C'est là où ils vont échanger des expériences, des connaissances et des informations qui sont peu prises en charge par les organismes de recherche et de développement. C'est-à-dire, puisque la connaissance n'est pas là, n'est pas fournie par le développement ou la recherche, eh bien, on crée des collectifs pour échanger des informations localement là où on est, mais c'est aussi un collectif qui est bien plus large que le local, c'est-à-dire c'est un collectif qui est au niveau national, qui dépasse même les frontières. Et c'est là où on va trouver chez les agriculteurs en agriculture de conservation des gros usagers d'Internet. Et on va voir aussi que ce sont les seuls qui disent utiliser largement les forums de dialogue entre agriculteurs. Et on va s'apercevoir aussi qu'il y a une culture commune qui se constitue, et la presse écrite, telle que TCS ou Cultivar, pour ceux qui sont les plus cités par ces agriculteurs, eh bien, ça leur permet aussi d'avoir une espèce de culture technique commune, même s'ils ne connaissent pas qui se forment. Donc, ils affirment la nécessité de pouvoir évoluer à plusieurs pour réussir sa conversion, et puis ils affirment l'inadéquation de leurs connaissances antérieures face à ce nouveau système. C'est-à-dire que les connaissances apprises durant la formation ne leur permettent pas de maîtriser leur nouveau mode de production. Et donc, il faut réapprendre. Comme disait François, il faut réapprendre dans ce cas-là. Et les conseils traditionnels des organismes de conseil, eh bien, ne sont plus pertinents. Et donc, il y a une grosse demande qui est exprimée par rapport à ces organismes-là. D'une certaine manière, on peut dire que l'agriculture de conservation a une dimension totalisante. Alors totalisante, ça ne veut pas dire totalitaire, mais ça veut dire totalисante, c'est qu'elle prend vraiment entièrement les gens au niveau de leur pratique. C'est-à-dire que, en particulier lorsqu'on fait du semi-direct, eh bien, lorsqu'on fait du semi-direct, lorsqu'on va sa charrue, eh bien, il n'y a pas d'éléments possibles. Pour maîtriser cette nouvelle pratique, il faut se plonger complètement dedans. Et c'est aussi totalement dans le sens eh bien, que c'est une pratique, pour être maîtrisée, qui demande énormément de temps. C'est-à-dire que les agriculteurs en conservation, comme on l'a dit, ils vont nous dire, eh bien, pour voir la structure du sol évoluer, pour qu'elle soit correcte, il faut 6, 7 ans, 8 ans. Et donc, c'est pas parce qu'au bout de 2 ans, on n'a pas la résultat escompté qu'il faut arrêter. Donc, elle est totalisante dans le sens où ça implique de la durée. Et donc, la référence à la confiance et à la croyance est une caractéristique que l'on va trouver dans le discours de ces agriculteurs. Il faut y croire comme on l'a fait, et il faut faire confiance. Et même si on loupe, eh bien, il faut demander à ceux qui n'ont pas loupé, qui sont un peu plus loin, pour savoir pourquoi ça nous plaît et comment finalement orienter sa pratique.
Et c'est totalisant aussi au sens social, cette pratique-là. Et ça, c'est ce qu'on peut observer, en tout cas dans les enquêtes que l'on a faites chez les agriculteurs en agriculture de conservation, c'est que l'agriculture de conservation, elle distingue quand même socialement les agriculteurs. Il y a ceux qui sont agriculteurs en agriculture de conservation et qui la maîtrisent, et ceux qui n'en sont pas. C'est-à-dire qu'on a des collectifs qui se constituent, qui sont défensifs par rapport aux autres. Et ils sont défensifs parce qu'il y a aussi des critiques qui leur sont adressées. Et d'une certaine manière, lorsque les agriculteurs en raisonné, en conventionnel, basculent en agriculture conventionnelle, on va s'apercevoir qu'il y a une coupure des liens. C'est-à-dire que les liens qu'ils entretenaient antérieurement avec leurs collègues qui étaient en conventionnel ou en raisonné, eh bien, vont disparaître parce qu'ils vont renouer des liens avec les agriculteurs qui sont en agriculture de conservation. Et donc, socialement, il y a un déplacement qui se fait d'un groupe social à un autre. Et c'est d'autant plus vrai qu'on va s'apercevoir qu'il y a un certain nombre d'agriculteurs qui ne peuvent pas tenir l'agriculture de conservation, soit parce qu'ils ils ont eu des échecs et qu'il faut labourer à nouveau, soit parce qu'ils ne peuvent pas passer toute leur exploitation en agriculture en non-labour. Ils vont dire que finalement, ça ne se passe pas comme ça devrait se passer, qu'ils se sentent exclus de la communauté des agriculteurs en agriculture de conservation, qui eux sont des vrais agriculteurs en agriculture de conservation, ou c'est des agriculteurs qui vont justifier leur écart en disant voilà, j'ai dû labourer, j'aurais pas dû labourer, mais voilà, j'étais dans des conditions très particulières et je vais arrêter de labourer. C'est-à-dire que pour eux, la norme, c'est bien l'arrêt du labour, et donc ils vont expliquer les raisons qui les ont amenés à ça. Ou soit ils vont contester une forme de radicalisation de l'agriculture de conservation en disant mais c'est aberrant quand même de ne pas pouvoir agencer des zones en semi-direct et pas en semi-direct, ou de pouvoir de temps en temps travailler le sol. C'est-à-dire ils essaient d'atténuer cette dureté finalement de ce qu'ils imaginent comme être la bonne agriculture de conservation. Alors les agriculteurs en agriculture de conservation, ce sont bien des groupes qui s'instaurent. Donc je dis que ceux qui passent à l'agriculture de conservation, ils coupent leur lien antérieur par rapport à ceux qui étaient par rapport à leurs collègues qui sont en agriculture de conservation. Mais on s'aperçoit dans les entretiens que ce sont des agriculteurs qui ont le souci, mais vraiment un souci, d'où la journée d'aujourd'hui, de voir reconnu leur mode de production et de voir ce mode de production d'une certaine manière institutionnalisé. C'est-à-dire qu'ils souffrent entre guillemets, que le bien fondé de ce qu'ils font ne soit pas plus largement reconnu et du coup plus largement appliqué. Alors, dans cette souffrance, il y a bien une portée de bien commun, puisque ça réussit chez nous. Pourquoi ne pas le proposer à tout le monde? Il y a cette portée de bien commun, mais aussi une portée de reconnaissance individuelle. C'est-à-dire que derrière, nous avons fait tout un trajet pour maîtriser cette technique, et d'une manière, voir l'agriculture de conservation reconnue, c'est être eux-mêmes reconnus comme étant des bons agriculteurs, comme étant des précurseurs. Et c'est exactement ce qu'on a vu chez les bio, c'est-à-dire entre la rupture entre les bio historiques et les bio, entre guillemets, économiques, ou conventionnels, comme les bio-historiques appellent ces seconds, on voit qu'il y a une rupture, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le bio a été reconnu, les bio-historiques se sont dit, oui, mais c'est pas eux qui ont investi, qui ont testé des pratiques, etc. Donc ils ont été, d'un certain côté, contents de voir le bio reconnu, et en même temps très prudents par rapport au nouveau bio. Et on s'aperçoit qu'il y a finalement, par rapport au travail institutionnel qu'ils font, il y a deux obstacles majeurs qui se posent. Qu'on voit apparaître dans leur discours, il y a tout d'abord une norme professionnelle dominante du labo qui résiste au changement, puis ce qu'on a entendu ce matin, ça correspond bien à ça, et puis une norme sociétale aussi émergente qui est très prudente, pour ne pas dire autre chose, vis-à-vis finalement d'une agriculture de conservation qui jusqu'à présent mettait au centre de sa pratique l'usage du glyphosate. Donc les normes professionnelles, elles sont portées par les agriculteurs eux-mêmes, et les normes sociétales, elles sont véhiculées par des acteurs, des associations environnementales, etc., qui disent finalement aux agriculteurs ce que doivent être les bonnes pratiques. La norme professionnelle qui résiste au changement, qu'est-ce qu'elle dit? Que finalement, une bonne pratique, un beau champ, c'est un champ qui est propre.
dire, lorsqu'il y a des mauvaises herbes au milieu des rangs, c'est quand même changer le micro. Merci. Oui. Donc la norme professionnelle, donc, elle dirait qu'un bon agriculteur, c'est celui qui a un champ propre. Et puis la norme sociétale, elle dit bien que une bonne agriculture, c'est une agriculture qui utilise peu de produits phytosanitaires. Et on voit dans le discours des agriculteurs en agriculture de conservation que cette question de l'usage du glyphosate, elle est très très présente. C'est-à-dire qu'il souligne que ça reste un inconvénient majeur de cette forme d'agriculture, et en plus, il voit bien que ça pourrait, une interdiction du glyphosate, alors c'était avant que l'OMS classe le glyphosate comme produit potentiellement cancérigène, donc une interdiction du glyphosate, eh bien, mettrait cette agriculture dans une situation inconfortable. Alors, ce qu'on a vu dans les entretiens, ce qu'on a essayé de voir, c'est finalement ces gens-là, en bio, en agriculture raisonnée et en agriculture de conservation, comment ils se définissent eux-mêmes? Quels termes ils utilisent pour dire « je suis ce type d'agriculteur ». Donc on a essayé de voir ça, et ce qu'on a essayé de voir aussi, c'est comment ils s'entre-définissent. C'est comment les agriculteurs de conservation parlent des bio, comment ils parlent des agriculteurs en agriculture raisonnée, quels termes ils utilisent, comment finalement ils valorisent un type de production par rapport à un autre. La première chose que l'on voit, et ça renvoie quand même à un éclatement des modèles professionnels, c'est-à-dire les agriculteurs, vous agriculteurs, je ne sais pas si vous êtes confrontés à ce genre de choses, mais quand on demande aux agriculteurs de définir précisément qui ils sont comme agriculteurs ou quel type d'agriculture ils font, eh bien ils n'ont pas les bons mots. C'est-à-dire que se définir soi-même comme agriculteur, c'est quelque chose de difficile parce qu'il n'y a pas un modèle finalement qui fédérerait, qui serait bien stabilisé, qui pourrait dire je suis ce type d'agriculteur. Et puis on va s'apercevoir qu'ils vont faire référence à une grande diversité d'appellations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Nous, on a classé les agriculteurs en agriculture bio, en agriculture de conservation, en agriculture raisonnée, et on va s'apercevoir lorsqu'ils se qualifient eux-mêmes qu'ils ne vont pas utiliser ces mots. Parfois, ils vont utiliser ces mots, et parfois, ils ne vont pas les utiliser. Et finalement, il n'y a pas de dénomination toute faite qui corresponde à qui ils sont. Et donc, ils vont utiliser, pour certains, ces dénominations toutes faites, et pour d'autres, eh bien, ils vont en inventer d'autres. Et on a vu, donc tout à l'heure, Sarah a utilisé le terme de... Non, elle dit, je préfère le terme agriculture de régénération plutôt qu'agriculture de conservation. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on est dans des fonds d'agriculture qui cherchent leurs étiquettes, leurs bonnes étiquettes qui permettraient de bien savoir qui on est. Alors, comment parlent de même les agricultures en agriculture de conservation? Il y en a qui vont dire je suis en agriculture simplifiée, d'autres en agriculture intégrée, d'autres en agriculture durable. Finalement, il n'y en a qu'un seul qui va dire je suis en agriculture de conservation. Lorsqu'il parle spontanément de ce qu'il fait, il y a un seul qui dit je suis en agriculture de conservation. Et, mais par rejet de notre terme qui serait une agriculture simplifiée, parce que pour lui, derrière, il y a, ça ne lui convient pas. Et puis pour agriculture durable, conservation, ça fait trop conservatisme, et ça ne va pas non plus. Et donc, individuellement, il y a tout ce travail pour arriver à se qualifier qui est fait, qui n'est pas du tout stabilisé. En agriculture biologique, eh bien, il y en a trois qui disent pratiquer une agriculture biologique. Et le fait que l'agriculture biologique soit finalement institutionnalisée, depuis pas trop longtemps, ça aide aussi à ancrer ça. Et puis il y en a deux autres qui, pour une part, il y en a un qui va durcir le propos, et il y en a un autre qui va l'assouplir. Il y en a un qui dit non, moi je suis en agriculture paysanne, bon, il fait partie de la Confédération paysanne, et il dit ça parce qu'il dit moi je ne suis pas comme les agriculteurs là, qui sont convertis après dans les années 2000, c'est bio-industriel, et pour se différencier de ces bio-industriels, il va dire je suis en agriculture paysanne. Et puis il y en a un autre qui va dire je suis en agriculture orientée durable. C'est subtil, orientée durable. Et c'est-à-dire que pour lui, l'agriculture biologique n'est pas une identité,
d'autant plus que finalement, il y a 30% de son exploitation qui est en bio et le reste n'est pas en bio. Et donc c'est du bio par surcroît. Et il ne se qualifie pas comme ça. Alors en raisonné, que nous on a qualifié en raisonné, il y a 2 agriculteurs, et ça c'est assez intéressant, qui vont dire je suis un conventionnel. Alors quand on fait des enquêtes nous, avec les étudiants, il n'y a pratiquement plus un agriculteur qui va dire je suis un conventionnel. C'est-à-dire conventionnel, c'est quelqu'un qui n'est pas en raisonné, qui ne raisonne pas l'usage des phytos, les questions de seuil, des traitements, etc. Mais là, ils vont dire je suis un conventionnel. Et c'est intéressant qu'ils disent qu'ils sont un conventionnel parce qu'ils vont se référer au conventionnel non pas par rapport à l'usage des phytos, mais par rapport au travail du sol. C'est-à-dire, je travaille de manière conventionnelle le sol. Et du coup, comme ils travaillent de manière conventionnelle le sol, ils se qualifient comme agriculture conventionnelle. Or, formellement, ils ne sont pas en agriculture conventionnelle. Donc, on s'aperçoit qu'il y a un glissement dans les appellations. Et les deux autres eh bien, se qualifient en agriculture raisonnée. Donc, dernière étape, finalement, on voit qu'ils font ce travail pour s'auto-qualifier, qui fait apparaître que c'est absolument pas évident, qu'il y a une diversité des qualifications, qui renvoie à notre sens à un éclatement des modèles professionnels, c'est-à-dire un éclatement de ce que c'est qu'un bon agriculteur. Et ils ne peuvent pas se référer comme ça à ce que serait pour eux un bon agriculteur. Et on a essayé de voir maintenant comment ils se positionnaient, eux. Forcément, quand ils sont dans le bio, on va dire j'ai le bon modèle d'agriculture par rapport au raisonné. L'agriculteur en agriculture conservation va dire j'ai le bon modèle d'agriculture par rapport au raisonné. Et donc c'est ce qu'on a essayé de voir. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va s'apercevoir, bien qu'on ait fait des entretiens individuellement avec des gens qui, pour la plupart, ne se connaissaient pas, on va s'apercevoir que les propos qui tiennent vont complètement en écho de ceux que tiennent d'autres, en étant dans d'autres modèles de production. Et on s'aperçoit que, finalement, il y a une espèce de registre de discours qui existe au-dessus des agriculteurs, et quand ils expliquent ce qu'ils font, ils s'appuient sur ce registre de discours qui est dans l'air ambiant de ce qu'on entend, et qui vont leur permettre finalement de dire ce qu'ils font. Et si finalement ils peuvent faire ça, et je vous rappelle que ce sont des gens qui sont responsables professionnels, qui sont dans ces sphères où on discute finalement des différents modèles d'agriculture. Alors, première approche, comment les agriculteurs en agriculture de conservation parlent par rapport au bio et comment les bio parlent par rapport aux agriculteurs en agriculture de conservation. On va s'apercevoir que globalement, on a un discours très critique des bio envers des agriculteurs en conservation et inversement des agriculteurs en conservation vis-à-vis des bio. C'est pas l'ennemi, celui qui fait l'autre, mais quand même, il n'a pas compris grand-chose à ce qu'était l'agriculture. Et on va s'apercevoir que les bios sont dans un mouvement de pure critique, c'est-à-dire ceux en agriculture de conservation, ils sont à côté de la plaque, alors que les agriculteurs en agriculture de conservation, ils sont dans un registre de justification critique, c'est-à-dire qu'ils vont justifier ce qu'ils font, en disant voilà c'est bon nous ce qu'on fait par rapport aux bio parce que, et en même temps ils vont dire les bio ils sont à côté de la plaque parce que. Et on va s'apercevoir qu'il y a un point commun dans leur argumentation, c'est la question de l'usage du zerban qui est le glyphosate. C'est-à-dire que cette question du glyphosate, elle est dans le discours des bio, à critiquer son usage, ou des agriculteurs en conservation pour justifier en fait l'usage de glyphosate et pour dire que finalement c'est peut-être mieux que ce que font les bio. Donc en agriculture biologique, eh bien, il est reproché à l'agriculture de conservation d'être dans une logique productiviste, de consommer des intrants et puis d'utiliser le glyphosate qui est dangereux pour l'homme. En conservation, qu'est-ce que l'on va voir? On va voir des agriculteurs qui justifient leur pratique et puis qui vont prendre des propos qu'ils connaissent des bio en disant que disent les bio? Les bio ils disent eh bien nous sommes d'un système faible en consommation d'intrants et vous en agriculture de conservation vous êtes d'un système à forte consommation d'intrants. Eh bien eux plutôt que les agriculteurs en agriculture de conservation plutôt que rester là-dessus, ils déplacent ça, ils ne vont pas du tout utiliser cette opposition, et ils vont plutôt dire eh bien, qu'il y a des modes finalement de production qui sont bénéfiques
sur le bilan carbone et sur la qualité des sols, et puis un mode de production qui est négatif. Donc celui qui est bénéfique, eh bien, c'est l'agriculture de conservation, et celui qui est négatif, eh bien, c'est le bio, qui lui a un bilan carbone et une qualité des sols qui se dégrade. Et d'une certaine manière, les agriculteurs en agriculture de conservation vont dire, d'un point de vue environnemental, on est au même niveau que les bio, voire on est au-dessus d'eux, parce que justement, à cause de ce bilan carbone et puis cette qualité des sols. Et donc, ils utilisent finalement moins de... Enfin, il y a une détérioration de l'environnement qui est moins grande, puisque les bio utilisent du fuel et puis leur pratique a un impact sur les sols, alors que l'usage du glyphosate, eh bien, est pas si négatif, et puis ils ont une grande amélioration de la vie des sols. Donc là, on a vu conservation versus bio, mais dans conservation versus raisonnée, eh bien, on n'a pas la même symétrie, la même c'est violent maintenant les propos des bio vis-à-vis des conservations et de ceux en conservation vis-à-vis des bio. Et là, on ne va pas du tout avoir la même symétrie dans le propos. Et c'est que les agriculteurs en agriculture raisonnée, c'est le modèle dominant, ils ne se sentent pas attaqués dans leur manière de produire par les agriculteurs en agriculture de conservation. Donc ils ont un modèle qui tourne et ils n'ont pas d'une certaine manière à se justifier. Alors que les agriculteurs en agriculture de conservation, d'une certaine manière, c'est des outsiders, c'est-à-dire des agriculteurs qui viennent contester le modèle dominant, qui viennent bousculer les manières de faire établies des agriculteurs. Et donc ils ont des propos très vifs, ces agriculteurs en agriculture de conservation, par rapport à ceux en agriculture de raisonnée. Alors que disent les agriculteurs en conservation? Eh bien, que ceux en raisonnée sont routiniers, conservateurs, alors que eux sont progressistes et respectueux de l'environnement. Ils reprochent à l'agriculture raisonnée une utilisation excessive d'intrants par rapport à leur modèle d'agriculture à eux. Et puis ils dénoncent la culture du travail du sol ainsi que la course à la puissance mécanique. Et d'une certaine manière, on s'aperçoit que lorsque les agriculteurs en agriculture de conservation parlent des raisonnés, ils vont utiliser à peu près la même opposition, fortement utilisateurs d'entrants, peu utilisateurs, qu'utilisent les bio vis-à-vis de ceux en conservation. Et donc ils opposent ces systèmes fortement utilisateurs d'intrants par rapport à ceux qui sont faiblement utilisateurs. Et ceux en raisonné, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont essayer de défaire le fait que l'agriculture de conservation soit un modèle particulier. Pour eux, l'agriculture de conservation, c'est une manière de faire, mais c'est pas un modèle d'agriculture, ça ne change pas grand-chose. Ils vont dire c'est un type de pratique particulier, mais c'est pas un modèle d'agriculture. Donc d'une certaine manière, ils défoncent ce modèle qui peut les concurrencer d'une certaine manière dans la manière de faire. Et donc ils vont dire que semi-direct et labour partiel peuvent être complémentaires. Et puis ils jugent extrême la position des agriculteurs en agriculture de conservation. Quand même, ils sont extrémistes. Comme ça, ceux qui vendent leur charrue du jour au lendemain, c'est hyper radical, alors qu'il y a des types de sols qui ne supportent pas ces pratiques. Donc dernière comparaison, les bio vis-à-vis des raisonnés. On va s'apercevoir des critiques très acerbes qui sont adressées aux raisonnés par les agriculteurs en agriculture biologique. Et c'est deux qui sont deux biologiques historiques. Et on peut expliquer d'une certaine manière qu'il y a une compétition qui apparaît entre ces deux systèmes. C'est-à-dire le bio a été institutionnalisé, on va dire, à la fin des années 2000. Donc on a reconnu le bio, il y a des encouragements à la conversion en bio, etc. Donc c'est une pratique qui est institutionnalisée. Et l'agriculture raisonnée en est une autre. D'une certaine manière, il y a une compétition dans la reconnaissance de ces deux modèles par les pouvoirs publics. Et les raisonnés ont une crainte, c'est finalement qu'on pousse de plus en plus les agriculteurs à aller vers le bio. Et donc, tout ce qu'ils vont dire, c'est attendez, le bio c'est plein de dangers, il ne faut pas exagérer, c'est pas le bon système. Donc, techniquement, pour les agriculteurs en biologique, les pratiques raisonnées sont destructrices pour l'environnement. Donc ils vont dire l'agriculture raisonnée est hypocrite. C'est-à-dire, elle dit que c'est raisonné, que ça améliore les choses, mais c'est pas vrai. Et ils vont dire, que vont dire inversement les agriculteurs raisonnés?
eh bien, c'est que ne pas utiliser des traitements chimiques, eh bien, c'est complètement insensé parce qu'on ne maîtrise pas les maladies et puis on n'arrive pas à résoudre des problèmes qui touchent les cultures. Ça, c'était d'un point de vue technique. Que disent-ils d'un point de vue économique? Alors, les agriculteurs en bio, ils vont dire le raisonné, il ne peut pas perdurer sans les primes, et sans raisonner, ils vont dire finalement, le bio, c'est pas rentable ni viable. Ça ne permet pas de dégager un rendu suffisant et pas d'avoir une production suffisante. Donc, ces arguments, vous les connaissez, vous les entendez bien, en fait, se balader dans la nature. Mais ce qui est bien plus surprenant, c'est de voir comment les gens, les personnes qu'on a enquêtées, s'appuient systématiquement sur ces arguments et comment ces arguments font bien écho d'un type de production par rapport aux autres. Alors, quel type de conclusion on peut tirer de ça? Eh bien, on s'aperçoit qu'actuellement, en agriculture, il y a un vrai conflit des normes. C'est-à-dire que l'abandon du labour crée une forte perturbation, finalement, dans le monde agricole, sur ce qu'est la bonne agriculture et finalement, quelle est la position par rapport au labour. Faut-il continuer partiellement ou abandonner le labour? Donc, il y a un vrai conflit des normes autour de cette question-là. Et puis, ce conflit des normes, pourquoi il apparaît? Il est quand même très lié à l'émergence de l'agriculture de conservation. C'est parce que l'agriculture de conservation est apparue que cette agriculture a complètement questionné les manières de faire ordinaires et oblige l'agriculture raisonnée, conventionnelle, bio aussi, à se positionner par rapport à ces nouvelles pratiques. Et donc ça oblige les agriculteurs, bien qu'on ne leur pose pas la question, on ne leur demande pas de se justifier par rapport à leur pratique de labour ou non labour, mais lorsqu'on va les enquêter sur ces questions de labour, spontanément, eh bien, ils vont se justifier, ils vont préciser ce que sont leurs pratiques par rapport finalement au travail du sol et comment ils se positionnent par rapport à d'autres systèmes. Et puis on s'aperçoit aussi eh bien, que leur caractérisation, c'est-à-dire la manière dont ils définissent, ça ne rentre pas complètement dans un modèle de production. Et donc l'entre-définition des manières de produire, comme je l'ai dit juste avant, prend une forme très cohérente. Donc ça montre finalement cette forme cohérente, c'est l'état des débats entre les modèles d'agriculture. Voici l'état des débats. Voici les arguments qui sont avancés par les modèles d'agriculture par rapport aux autres modèles d'agriculture. Et on s'aperçoit que si ça montre ça, c'est parce qu'on a eu affaire à des agriculteurs qui avaient accès finalement à ces arguments qui sont véhiculés par les agriculteurs qui défendent un modèle ou un autre. Et parce que ce sont des gens qui appartiennent à la même zone, qui ont eu des responsabilités et qui sont pour une partie d'entre eux liés géographiquement les uns avec les autres. Alors, pour conclure, et c'est ce qu'on s'aperçoit, c'est ce dont on s'aperçoit nous, sociologues, lorsqu'on fait des enquêtes avec les agriculteurs, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a vraiment un éclatement des modèles d'agriculteurs, un éclatement dans la manière dont les agriculteurs se définissent comme étant agriculteurs. C'est-à-dire que autant il y avait une cohésion, il y a encore 16 ans, 20 ans, il y avait une manière assez homogène de se définir agriculteur, et bien maintenant, cette manière de se définir agriculteur, cette manière homogène n'existe plus. Si on faisait une enquête, si on faisait finalement un forum ici pour savoir comment vous définissez agriculteur, eh bien on verrait qu'il y a une grande diversité. Entre ceux qui font de l'agriculture périurbaine, ceux qui sont dans du bio, ceux qui sont dans des agricultures de filière, ceux qui sont dans des agricultures de firme et ceux qui sont encore dans une agriculture familiale, eh bien, il y a une grande diversité de dire comment on est agriculteur et ce qui est la bonne agriculture. Et c'est pas inscrit ici, mais dans les travaux de recherche que l'on fait, on se pose une question maintenant. Est-ce que la profession d'agriculteur va perdurer? Alors c'est une question un peu provocatrice, mais il n'est pas gagné que d'ici 10 ans, il y ait toujours la profession d'agriculteur qui existe. Une profession, c'est quelqu'un qui a une exploitation des terres et qui les exploite en propre, de point de vue familial ou pas. Peut-être qu'il n'y aura plus la profession d'agriculteur d'ici 10 ans. Et ces éclatements des modèles professionnels, ça peut amener d'une certaine manière, pour une partie des agriculteurs,
de l'agriculture, avoir la profession. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus il n'y a plus une activité d'agriculture, il y aura toujours une activité d'agriculture, mais ce qui est un professionnel agricole, cela peut disparaître. Et cette diversité, cet éclatement des modèles professionnels, eh bien, rend compte d'une certaine manière, pour partie dans l'agriculture, eh bien, d'une disparition de la profession d'agriculteur. Voilà, je vous remercie.